Donc, donc on a vu la fois précédente des exemples d'une inflammation chronique au niveau de l'estomac qui aboutissait à un certain nombre d'anomalies de la muqueuse et qui étaient liées à une infection par un agent infectieux que l'on appelait Helicobacter pylori et qui aboutissait à un facteur de risque de survenue d'un cancer gastrique. Aujourd'hui, on va voir les conséquences d'une infection virale au niveau du foie. Et la semaine prochaine, on abordera les lésions précancéreuses et cancéreuses coliques, qui est un problème de santé publique. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'évolution morphologique d'une hépatite virale chronique, qui est un bon exemple, comme pour l'Helicobacter pylori dans l'estomac, de voir les conséquences qu'entraîne une infection prolongée au niveau d'un organe et les conséquences morphologiques qui en découlent. Donc, quelle est la définition d'une hépatite chronique? Il y a deux définitions. La définition pour le clinicien et la définition pour le pathologiste. Pour le clinicien, c'est un état inflammatoire qui dure depuis plus de 6 mois et dont l'évolution va dépendre bien sûr de l'étiologie, des facteurs liés au patient et de l'état des lésions au moment du diagnostic. Vous comprenez bien que effectivement les effets ne seront pas les mêmes si l'infection virale survient sur un foie entre guillemets sain ou sur un foie qui est déjà altéré par une éventuelle intoxication alcoolique ou par d'autres étiologies. Pour le pathologiste, il n'y a pas la notion de durée, mais il y a la notion en fait d'une traduction morphologique de lésions nécrotico-inflammatoires de sévérité variée, tout en excluant donc les pathologies secondaires d'origine alcoolique et les pathologies secondaires à des problèmes biliaires. Donc vous voyez, vous avez deux types de définitions. L'une qui fait appel à la longueur de l'infection et le second, en fait, au type de lésions qui surviennent au niveau du foie lorsqu'on peut observer ces lésions au microscope. Alors, les hépatites chroniques, il y a plusieurs étiologies. On n'abordera pas les hépatites chroniques d'origine autre que virale, mais il faut savoir que vous avez des possibilités d'hépatites chroniques secondaires à des processus auto-immuns, donc des hépatites auto-immunes qui surviennent beaucoup plus volontiers chez la femme. Vous avez des hépatites secondaires à des médicaments qui peuvent également aussi être chroniques en fonction de la prise médicamenteuse. Mais aujourd'hui, on n'abordera que les hépatites chroniques d'origine virale. Donc l'infection virale, c'est une des étiologies les plus fréquentes des hépatites chroniques. Il y a beaucoup de virus qui infectent le foie, tropisme hépatique, et on les décline par ordre alphabétique. Et actuellement, on a décrit des virus de l'hépatite A jusqu'à l'hépatite G, donc A, B, C, D, E, F, G. Et ces virus qui sont à tropisme hépatique diffèrent par leur matériel génétique, qu'il soit ADN ou ARN, par leur mode de transmission, par les signes cliniques et la sévérité des hépatites qu'ils induisent. Mais parmi tous ces virus à tropisme hépatique principaux, eh bien, vous avez que 3 virus qui peuvent donner et évoluer vers une hépatite chronique. Ce sont les virus B et C et le virus delta. Mais le virus delta ne peut infecter un foie à partir du moment où il y a une hépatite virale B sous-jacente. Donc, de manière schématique, les virus B et C sont les plus gros pourvoyeurs d'hépatite chronique. Une hépatite A donne des hépatites aiguës, parfois sévères, parfois mortelles, mais elle n'évolue jamais vers la chronicité. Donc c'est une différence importante à connaître, à savoir que les virus B et C, après une infection aiguë, qui est passée inaperçue ou qui a été bruyante, un certain nombre de patients vont développer une chronicité de cette infection. On estime à l'heure actuelle en France qu'il y a à peu près 4000 décès par an qui seraient imputables au virus, secondaires aux complications qu'ils induisent au niveau du foie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il faut savoir également que les co-infections ne sont pas rares, puisque un certain nombre de virus partagent les mêmes mécanismes de transmission. Et que, eh bien, par exemple, éventuellement, tout ce qui est, par exemple,
infection secondaire secondaire à une transmission sexuelle, eh bien, vous pouvez avoir une infection C qui combine avec une hépatite virale B et même une infection par le HIV. Et les donneurs de sang qui ont été transfusés, en particulier les hémophiles il y a 30 ans, fréquemment ils étaient infectés par plusieurs virus et c'est ça qui entraînait une grande gravité de ces infections, puisque les virus étaient multiples et il y avait des conséquences importantes au niveau du foie. Alors associés à ces virus à tropisme hépatique, vous avez d'autres virus qui sont dits des tropismes hépatiques accessoires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, le foie n'est que accessoirement atteint, mais il faut savoir y penser, en particulier lors de la mononucléose ou lors d'une infection virale par CMV chez un patient immunodéprimé. Eh bien, par exemple, si vous avez une mononucléose, eh bien, si vous dosez éventuellement les enzymes hépatiques lors d'une infection liée à la mononucléose, vous pouvez avoir des transaminases élevées, qui traduit en fait une infection des hépatocytes, mais ce n'est pas l'organe principal qui est atteint, mais le BV comme le CMV peut atteindre le foie, mais il n'y a pas d'évolution vers la chronicité pour ces virus à tropisme accessoire hépatique. Donc on va principalement se focaliser sur deux types de virus, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C, qui, comme donc, je vous l'ai dit, évoluent vers la chronicité chez un certain nombre de patients. Le virus de l'hépatite B, vous savez que c'est un virus ADN qui fait partie de la classe des HEPNA-virus. Il faut savoir jongler avec les sérologies que l'on peut détecter dans le sang. Vous avez dû certainement vous pencher sur la question, puisque vous êtes normalement soumis à une vaccination obligatoire par le virus B, normalement. Et donc, normalement, la plupart d'entre vous ont dû développer des anticorps anti-HBs secondaires à l'injection de l'antigène HBs inactivé. Parce que le virus de l'hépatite B, il a deux caractéristiques. C'est qu'il a une enveloppe qui contient la protéine HBs et il a une protéine que l'on appelle HBC qui correspond à la nucléocapside. Et donc, en fait, il faut savoir jongler avec les données sérologiques d'une infection virale B. C'est une infection qui est extrêmement fréquente dans le monde, essentiellement en Asie et en Afrique noire. En France, on estime qu'il y a à peu près 300 000 patients qui sont infectés par le virus B, dont plus de la moitié s'ignorent. C'est tout le problème des hépatites chroniques, c'est que plus souvent, la majorité des patients ne savent pas qu'ils sont infectés, et ça pose également un problème de santé publique en termes de transmission à la population non infectée. Donc les populations à risque, ce sont toutes les populations qui ont un risque d'exposition au sang, les toxicomanes, les transfusés, les personnels de santé. Mais il faut savoir que la prévalence de l'infection diminue même en France, même si la vaccination a été très décriée, mais ça n'a jamais été objectivé de manière scientifique, que la vaccination pouvait induire des phénomènes secondaires majeurs. Et donc la vaccination, même si elle est imparfaitement suivie en France, on assiste quand même à une diminution de la prévalence de l'infection virale B suite à la vaccination. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une infection, un virus B qui rencontre donc le foie? Initialement, vous avez ce qu'on appelle une forte multiplication virale, et c'est ce qui se traduit par une phase d'immunotolérance. C'est-à-dire que le virus est arrivé au niveau du foie, le système immunitaire n'a pas reconnu l'agent infectieux, il va y avoir une petite phase durant laquelle le virus va se multiplier de manière extrêmement importante, sans réaction immunitaire immédiate. Après, la deuxième phase, c'est la phase de rupture de tolérance, c'est l'immunoélimination. Donc l'organisme va produire un certain nombre de lymphocytes qui vont infiltrer le foie et qui vont tenter d'éradiquer l'infection virale B au niveau hépatocytaire. Et c'est à ce moment-là, dans cette phase de rupture de tolérance, que vous allez avoir le plus fort taux de transaminase. Parce que c'est là où vous avez une réaction immune à médiation cellulaire. Tous les lymphocytes vont essayer de détruire les hépatocytes infectés. Donc vous allez avoir une libération des enzymes hépatiques au niveau de la circulation sanguine, d'où l'augmentation des transaminases qui survient lors de cette phase. Et donc là, vous avez en haut la copie de l'ADN du VHB. Donc on peut le mesurer en faisant une PCR quantitative. Et initialement, elle est 10 puissance 7. Après, elle passe à 10 puissance 4 au niveau de la phase
de rupture de tolérance. Et puis après, peut s'installer soit le patient guérit suite à cette immuno-élimination, donc l'hépatite n'évolue pas vers la chronicité, soit alors il s'installe un phénomène de chronicité, où là, manifestement, le système immunitaire n'a pas permis d'éliminer le virus, et s'installe une phase d'inactivité, où là, finalement, l'organisme s'accommode donc, entre guillemets, de cette infection virale, et cette infection virale, finalement, s'est installée. Il n'y a pas un système immunitaire qui a réussi à éliminer ce virus, et ce virus reste latent, et c'est ce qu'on appelle, en règle générale, ce qu'on appelle les porteurs chroniques sains. C'est-à-dire que le virus est installé, il y a encore de l'antigène HBS qui est détecté, de l'ADN du VHB, mais dans des conditions beaucoup moins importantes. Et parfois, vous pouvez avoir des phénomènes de réactivation, où là, tout d'un coup, le virus va se remultiplier, et donc vous allez avoir à nouveau une augmentation de l'ADN du VHB. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est comment s'effectue ce passage à la chronicité. Il y a deux situations dans lesquelles il faut se imaginer. Soit c'est une infection de l'adulte, une hépatite aiguë de l'adulte, et en règle générale, le système immunitaire de l'adulte va permettre l'éradication du virus B. Donc, il y a moins de 5 à 10% des patients qui vont évoluer vers l'hépatite chronique. À l'inverse, en fait, ce qui est le problème de santé publique, en particulier en Asie, c'est qu'en fait, la transmission materno-fétale aboutit le plus souvent à la survenue d'une chronicité de l'infection. Et donc, 90 à 95% des nourrissons vont développer une hépatite chronique parce qu'ils n'ont pas le système immunitaire au moment de l'infection pour éradiquer le virus. Et donc, c'est dans une grande majorité des cas que cette infection materno-fétale, au moment de l'accouchement, va aboutir au développement d'une hépatite chronique chez les sujets jeunes, chez les nourrissons, et donc du coup vont aboutir dans cette population asiatique et africaine en particulier à ce problème de santé publique de porteurs chroniques sains du virus B. Donc deux situations très différentes, d'une infection virale chez l'adulte et d'une infection virale avec transmission materno-fétale au moment de l'accouchement. Et donc le problème, c'est que les complications surviennent au moment de la survenue d'une hépatite chronique, puisque 30% vont développer une cirrhose, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 5 à 10% vont développer ce qu'on appelle une tumeur hépatique maligne que l'on appelle le carcinome hépatocellulaire. Et puis, un certain nombre de patients vont développer des complications liées à la cirrhose, que sont en particulier les décompensations œdémato-ascitiques, des ruptures de varices ésophagiennes, enfin toutes les complications de la cirrhose. Et donc le traitement, lorsque le sujet n'est pas trop âgé, la discussion, en fait, à ce stade de cirrhose chez un sujet jeune sévère, eh bien, ce sera la discussion, en particulier en Occident, en tout cas, tout du moins, d'une transplantation. Alors, l'autre virus, c'est l'hépatite chronique virale C, qui est un virus, contrairement au virus B, un virus à ARN de la famille des flavivirus. C'est les mêmes voies de contamination, parentérale, toxicomanie et puis inconnue. Et donc, la problématique du virus C par rapport au virus B, c'est qu'on n'a toujours pas de vaccin disponible pour ce dernier. Donc, on ne peut pas vous soumettre, comme pour le virus B, à une vaccination. Et donc, c'est tout le problème d'une transmission à l'exposition de sang qui ne pourra pas être prévenue par une vaccination. Alors, en fait, le problème de l'hépatite virale chronique C est plus récent. Et en fait, le problème, c'est que avant le dépistage dans les années 90, finalement, on ne savait pas détecter le virus de l'hépatite C chez les donneurs de sang. Et donc, du coup, une bonne partie des transfusions, finalement, ont abouti à une contamination d'une population assez importante par la transfusion, parce que le virus C n'était pas détectable. Enfin, on ne savait pas le détecter. Depuis cette époque, on sait le détecter, donc a priori, il y a quasiment plus de risque de développer une infection virale C après transfusion sanguine, mais le problème, c'est que ces patients qui ont été infectés dans les années 90, eh bien, en fait, on va se retrouver 20-30 ans plus tard avec les complications de l'infection. C'est-à-dire qu'en fait, on estime qu'à l'heure actuelle, il y a 600 000 patients qui sont infectés par le virus C.
seulement 20% guérissent, donc c'est beaucoup plus important le passage à la chronicité d'une infection virale C que l'hépatite virale B, et que dans un délai de 15-20 ans, eh bien, 20 à 30% des patients vont développer une cirrhose, et puis 10 à 20% de ces derniers vont développer une tumeur maligne du foie. Donc là, on se situe à l'heure actuelle dans une pente un petit peu descendante de l'incidence et des complications, mais on n'est pas loin du pic, et donc on voit en fait les conséquences d'une infection virale C, en particulier pour les patients qui ont été transfusés, mais il y a une partie des patients qui sont infectés également par des toxicomanies ou par, de manière parentérale, ce qui est beaucoup plus rare et exceptionnel. Alors, quels sont les modes de découverte des hépatites virales chroniques? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre elles sont asymptomatiques. Et donc, en règle générale, les patients qui sont infectés s'ignorent, et c'est souvent sur un bilan sanguin de réaliser de manière fortuite pour une autre cause que l'on va découvrir en fait des transaminases. Un bilan hépatique perturbé avec des transaminases à 2-3 fois la normale. Donc, c'est les circonstances de découverte les plus fréquentes. Ça peut être en revanche l'évolution d'une hépatite aiguë, donc c'est-à-dire que c'est un patient qui a développé une hépatite virale B aiguë bruyante et pour lequel on va suivre les sérologies et on va s'apercevoir qu'il est passé à la chronicité. Ça peut être vraiment dans des stades terminaux, entre guillemets, des conséquences d'une infection virale. C'est devant une altération de l'état général, devant une cirrhose, voire même devant une décompensation d'hématoacytie que l'on va découvrir que le patient est infecté par un virus B ou un virus C. Alors, quels sont les mécanismes qui vont présider aux lésions hépatiques une fois que le foie est infecté? Eh bien, comme vous avez compris, en fait, ça va être, il y a deux mécanismes. Le virus va entraîner des nécroses hépatocytaires, c'est ce qu'on appelle la cytotoxicité directe. Soit ça va être une réaction immunitaire à médiation cellulaire, et en fait c'est surtout cette dernière qui est importante, c'est celle qui entraîne le plus de dégâts, puisque c'est l'organisme qui va produire des lymphocytes, qui va reconnaître l'antigène produit par le virus, qui va entraîner ces dégâts hépatocytaires, puisque c'est le but de cette réaction immunitaire, c'est d'éradiquer le virus qui est présent au niveau des hépatocytes. Donc, comment on peut apprécier ces lésions hépatiques? Eh bien, on peut réaliser ce qu'on appelle une ponction biopsie hépatique. Une ponction biopsie hépatique